Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier débrief Omnisport du Poto Sport Club. Tous les lundis soirs, on se retrouve avec deux vidéos, une consacrée au foot et une consacrée aux autres sports. On va parler de l'actualité brûlante du sport dans le monde, mais avec un fort accent sur les performances de nos Français. Et voilà, pour cette semaine, j'ai la chance d'avoir Coco avec moi, qui m'a déjà aidé sur la partie foot et qui va prendre le relais sur la partie Omnisport. Salut tout le monde et Euh, merci de me convier aussi pour l'épisode, Omnisport avec, grand plaisir. Mais bien sûr, tu es ici chez toi. Aujourd'hui, on va commencer avec la victoire du 15 de France face à l'Écosse. Victoire douloureuse, mais victoire quand même. On enchaînera ensuite avec le tennis et la victoire de... Non, pardon, on va faire un petit tour outre-Atlantique avec le Super Bowl. On parlera de la victoire des Chiefs face aux 49ers. Et enfin, du coup, on passera au tennis avec la superbe victoire d'Hugo Humbert à Metz. Et enfin, on terminera avec le Tour de France, donc le Tour de France de nos Français dans le monde et sur les plus grosses, plus belles performances ou actualités de la semaine. Et on finira par élire le MVP de la semaine, donc quatre nominés dont on a parlé pendant l'émission. C'est bon, j'ai tout dit, Coco? Je suis en train de vérifier, mais je pense qu'on a tout. On peut y aller. Allez, c'est parti. À tout de suite. Et donc le rugby, on commence sans attendre. Équipe de France, on va commencer par Galtier qui a choisi, la continuité ce week-end avec seulement 2 changements par rapport, à la déroute face à l'Irlande. 15 de France arrache une victoire un peu inespérée. 16-20, après avoir été mené quasiment tout le match et surtout un dernier essai peut-être injustement refusé. Je pense que dans l'autre sens, Non, non, on non, aurait mis ce point injustement refusé pour les Français. pas du tout. Je pense qu'on pourrait dire la même chose pour les Mais clairement, Écossais, hein. clairement pas assez d'évidence pour changer la décision. Là, c'est tout à fait normal. Pour pour une fois, on va dire. Mais ça aurait clairement changé, du coup, changé les résultats, hein. Ça aurait été une deuxième défaite de suite. Donc voilà, là, certes, ça reste une victoire, mais je pense qu'aucun doute n'a été levé, quant au niveau de cette équipe de France en ce moment. On reste en post-coupe du monde, je pense. On n'a pas, Dupont non plus. On j j'ai un peu de mal à être critique sur tout ça. Encore une fois, sortie de coupe du monde, en plus elle est très douloureuse, elle est à la maison. Est-ce que les joueurs, il leur faut pas, quelques matchs avant d'avoir oublié, on va dire, un peu ce traumatisme et de se remettre vraiment dedans? Parce que, on les sent pas non plus, au même niveau qu'il y a quelques mois. Ouais, moi je vais commencer à être un peu plus critique quand même, parce que je pense qu'il y a certaines lacunes qui ont été identifiées en équipe de France qui peuvent être comblées, on va dire, ou au moins essayer de nouvelles choses, surtout dans une période comme ça de transition. Donc voilà, on a vu Jalibert très en difficulté sur les ballons hauts et ça a entraîné beaucoup d'opportunités pour les Écossais. Ouais, Enfin, je peux te on laisser a finir sur le on a match, eu mais on a eu les offensives des Bleus souvent lentes, désorganisées un petit peu aussi, hein. Puis une touche à la peine. On a l'impression de revoir un peu les touches, d'il y a quelques années, mmh. avec beaucoup de pertes de balles. Heu, un moyen de remettre un petit peu le ballon, à l'adversaire qu'on avait perdu un petit Mmh. peu, depuis quelques temps. On était devenus beaucoup plus solides là-dessus et on retombe un peu dans nos travers. Et bon, un regain d'énergie quand même en fin de match, qui est positif à noter, hein, avant notamment la rentrée de la jeune garde, hein, Le Guérec en demi de mêlée, Touledji et puis, Rouma qui est, en deuxième ligne et puis, grâce notamment à un exploit individuel de Biel Biarré, quoi. Donc moi ça m'emmène à cette première question, est-ce qu'on peut être rassuré quand même par la victoire, malgré aussi la physionomie de fin de match? Non, pour moi, clairement pas, hein. C'est pas un match abouti. Alors oui, on gagne et c'était important de gagner. Et parfois, il faut faire faut savoir gagner salement, on va dire. Ouais. Mais quand t'entends Galtier qui dit après, alors c'est peut-être de la com, c'est peut-être le Galtier qui est moi, qui commence vraiment à m'agacer. Ouais. Voilà, j'avoue que je lui donnais beaucoup de crédit et j'étais un fan avant la Coupe du Monde. Avec cette défaite en quart de finale, il a quand même perdu beaucoup de crédit et il commence à être un peu plus irritant, on va dire, avec ses interventions, à dire que le contenu était parfait parce qu'on a gagné en Écosse.
Donc voilà, le résultat est peut-être parfait pour toi, mais le contenu ne l'était certainement pas. Mmh. Avec voilà, des lancements de jeu qui étaient très longs, des ballons qui sortaient lentement des rucks. Ils nous ont pas autant dominé que les Irlandais devant, et ce qui nous sauve un peu. Je pense qu'on a une mêlée, assez stable, Ouais. mais voilà, des grosses lacunes en touche. C'était catastrophique en touche. Alors tu fais jouer Woki pour justement rassurer et coffrer certains de ces ballons en touche. Bah, sur le début de match, on perd quasiment la moitié de nos touches, je crois. C'était hallucinant. Donc voilà, beaucoup de lacunes. Je trouvais une paire de centres, Ficou Danti, même si Gaël Ficou marque, pas assez impactante, pas autant impactante qu'elle l'a été dans le passé. Donc voilà, moi je verrais une bonne période, une bonne occasion de tester de nouvelles choses avec cette équipe de France et notamment la jeune garde. Ouais, surtout ce post-coupe du monde, il y a pas grand risque, on va dire, de se relancer, dans des nouvelles formules et puis ça fera pas de mal au groupe, je pense, d'essayer quelque chose de nouveau. Heu, Est-ce qu'après Galtier protège un peu trop ses cadres, aux dépens de la nouvelle, génération qu'a l'écro? Hem, je reviens justement à cette transition Mmh. post-coupe du monde. On a 4 ans à venir voir parce qu'on va pas se mentir, c'est les grandes compétitions qui comptent. Même si on a 6 nations tous les ans. Heu, c'est bien de faire jouer la nouvelle génération en soi. Bah moi, je suis 100% pour. Surtout, comme je disais, on a eu des lacunes qui ont été mises en lumière pendant la Coupe du Monde sur les ballons hauts. On est très mauvais. En deuxième ligne, je pense que ça peut être plus costaud. Voilà, on n'a jamais eu deux deuxième lignes qui sont vraiment imposées comme on a en troisième ligne ou en première ligne, par exemple. Donc pour moi, c'est vraiment le bon moment euh, pour faire ses tests. Il y a un Tuilagi qui est monstrueux avec l'USAP depuis le début de la saison et déjà la saison dernière, qui a été champion du monde du vin, qui est une force de la Ouais, nature, qui pourrait amener beaucoup d'impact. Et d'ailleurs, on voit sur l'essai de Bielbiarré, c'est lui qui monopolise plusieurs défenseurs sur sa charge. Il y a Alexandre Rouma aussi qui fait une entrée intéressante. Nolan Le Garret qui a été très très bon en mêlée. Alors je condamnais pas trop Lucu après le match de la semaine dernière parce qu'on s'était fait démonter devant, donc tu joues toujours sous pression et c'est toujours compliqué. Mais là je trouvais qu'il a vraiment pas été bon, notamment sur cette occasion où Ficou se fait arrêter à 1 mètre de la ligne en début de match et derrière il veut sortir le ballon trop vite, il se fait intercepter. mmh, Voilà, plusieurs choses qui, moi, Lucu m'a pas convaincu et je pense que c'est, bah, voilà, Dupont est pas là, on va pas en parler chaque semaine. Il est pas là, il a fait son choix. Maintenant, testons de nouvelles choses, testons un mec jeune qui joue un peu différemment. Et Nolan a été très bon quand il est rentré. Donc oui, moi je pense que Galtier doit faire un peu de place aux jeunes. En numéro 10, on a aussi Antoine Astoy qui était là pour la Coupe du Monde, qui n'a pas été pris, mais qui est très bon avec La Rochelle. Donc oui, il faut faire de la place aux jeunes. Alors sans tout changer. ouais, Tu vois, ouais. il y a en troisième ligne, je pense qu'on a peut-être une des meilleures troisième lignes du monde, avec Aldrit, Olivon, François Cross, c'est très très solide. Malheureusement, Gelon s'est reblessé, voilà. Mais voilà, troisième ligne, je toucherai pas. Première ligne, peut-être remettre Julien Marchand à la place de Movaca qui est plus en difficulté qu'à la Coupe du Monde. Et derrière, pourquoi pas, on a un Nicolas Deporter qui lui aussi a été champion du monde du vin et qui est excellent avec l'UBB. Peut-être voilà, pour challenger un peu plus cette paire de centres qui est très bien installée, mais qui, depuis la Coupe du Monde, ne donne pas entière satisfaction à mes yeux. Ouais. En tout cas, il y a de très beaux jeunes. On l'a vu encore vendredi soir, hein, avec la victoire des U20 Mm. sur l'Écosse. Il y a un très bon groupe. Il est très soudé en plus, hein. Le groupe qui est vainqueur de la Coupe du Monde, avec beaucoup de jeunes. On a des beaux éléments. Je pense que c'est bien, en période de transition comme ça, de pouvoir les faire jouer. Mm. Et puis on a des bonnes surprises déjà, là, donc c'est plutôt bien. Et puis je pense que ça poussera peut-être aussi les cadres à, approcher différemment, l'impact qu'ils peuvent avoir Mm. dans le vestiaire, dans le groupe, puis pour la continuité, je pense. Donc c'est bien, ça donne des responsabilités à tout le monde. Heu, bon, j'ai hâte de voir le prochain match. J'espère qu'on va monter en puissance un petit peu aussi parce que c'est vrai que sur ces 2 premières sorties, on n'est pas, voilà, Pas très rassurant.
Bah non, enfin rassurant. Après, rassuré pourquoi? Finalement, il y aura pas de grand chelem quoi qu'il arrive après cette première défaite. Mais c'est de voir du beau jeu, c'est de voir des nouvelles choses. C'est ça que moi j'aimerais voir un peu Hmm. aujourd'hui là, et qu'on n'a pas encore. Mais bon, on verra pour la suite. Petit aparté du coup rugby, on va passer au Super Bowl. Le Super Bowl, Las Vegas. Baby. Oh yeah, les Chiefs qui ont profité d'une une petite sieste de ma part parce que le show la mi-temps était un petit peu trop long pour remporter leur deuxième Super Bowl de suite. Une première partie de match assez pas très emballante. On a eu un seul touchdown sur la première partie. Euh, Beaucoup de turnover. Il y a eu beaucoup de sacs aussi. C'était un jeu très Match dur. resserré quand même. Ouais, Ouais. assez dur sur la première partie. Très défensif sur la première mi-temps. Ouais. Ouais, qui s'est vraiment libéré dans la deuxième période pour nous offrir des spectateurs encore debout, un super C'était spectacle. un show à l'américaine, quoi. Un vrai show à l'américaine. Un vrai show à l'américaine, quoi. Et puis surtout à Las Vegas. Hmm. Donc les Chiefs qui remontent un déficit de 10 points pour la troisième fois. C'était pas une saison régulière grandiose. Je crois ils ont terminé troisième de leur conférence, tandis que San Francisco était premier de loin. Ouais. Qui a commencé d'ailleurs. Alors ils ont fait beaucoup de turnover San Francisco, mais qui a fait une très très bonne première partie de match quand même, qui était largement au-dessus de ses adversaires. Mais qui, une fois que les playoffs arrivent, ils sont exposés à des Chiefs qui deviennent intraitables. On le voit, hein, ils sont vraiment sûrs de leur équipe et de ce qu'ils sont capables de faire dans ces confrontations directes. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison déjà? Et puis ensuite de ces playoffs et de ce Super Bowl? Ouais, bah, comme tu l'as dit, tout d'abord, moi, je pense que les Chiefs sont vraiment en train de construire une dynastie. Alors, comparable à celle des Patriots de Tom Brady, pas Pas encore. encore. Ouais. Pas encore. Évidemment, ils ont pas gagné autant de Super Bowl. Mais quand tu vois l'âge de Patrick Mahomes, je sais pas exactement quel âge il a, mais il est pas. 27 ou 28? Ouais, voilà, il est Ou pas. 28-29, je sais plus. Ouais. Voilà, il est dans son prime, il a encore quelques belles années devant lui et c'est un tueur, quoi. C'est un Troisième tueur. fois MVP Troisième du fois Super MVP Bowl. du Super Bowl. À chaque fois, ils sont menés de 10 points en finale du Super Bowl, ils arrivent à remonter. Ouais. Il se fait Ouais, saquer 3 fois, je crois. ouais, mais c'est un guerrier. Il aime. En première période, c'est autant que dans tous les playoffs. Et Ouais. pourtant, quand ils reviennent, deuxième période, comme si de rien n'était, ils reprennent. Hmm. En fait, c'est grâce à des éléments comme ça, des mecs qui sont capables d'élever le niveau, de se reprendre. On voit tout de suite la différence. Hein. Ouais. Ouais, et puis ils ont perdu Tyreek Hill en partie aux Miami Dolphins à l'intersaison, qui était leur meilleur receveur, sûrement le meilleur receveur de la ligue, qui a été très bon avec Miami cette année aussi. Et voilà, donc beaucoup de gens commençaient à douter du fait qu'ils allaient pouvoir conserver leur titre. Ça n'a pas été fait depuis longtemps. Je crois que c'était les Patriots en 2005 ou 2006 la dernière fois. Ils font une saison régulière correcte, mais ils ont quand même quelques défaites contre les Eagles. Voilà. Et au final, on arrive en playoff avec les Ravens et les 49ers qui étaient peut-être plus favorites que les Chiefs pour ce Super Bowl. Mais voilà, au final, quand tu as déjà gagné et que tu sais ce que c'est, bah, ça fait une énorme différence et on le voit très bien avec les Chiefs, avec Travis Kelce et Patrick Mahomes qui sont les deux leaders de cette équipe qui ont été très bons. Et qu'on a Et senti quand même au bord du gouffre. Première période, je pense à Travis Kelce qui a été mis de côté, je crois, une partie de la première période parce il était hors de lui, il était incontrôlable, qui a perdu un petit peu quand même son sang-froid. On le voyait très agressif avec son entraîneur sur le bord du terrain. J'étais un peu surpris de voir ça. Mais ils ont su réagir justement par cette expérience, je pense. Ces dernières années, c'est leur troisième Super Bowl en 5 ans. ouais. Donc tu le disais, en effet, ils sont en train de construire une vraie dynastie et ils en parlent déjà. Je me souviens l'année dernière, quand ils gagnent, ils étaient déjà en train de parler de dynastie. Ils sont vraiment conscients. Ils sont conscients qu'ils ont l'opportunité de réaliser vraiment des grandes choses et puis de marquer l'histoire du sport, donc de ce sport. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Hein. C'est une équipe qui a vraiment des ressources. Euh, c'est une belle fin de saison, j'ai envie de dire, pour la NFL. Ouais, bah pas pour les fans de la NFL. Hein. Il y a beaucoup qui voulaient voir les Chiefs perdre, qui étaient commencé à être un peu agacés par cette romance Kelsey, Taylor Euh, Swift, etc., euh, etc.
Mais bon, c'est le lot des équipes qui gagnent tout le temps, hein. Tout le monde veut te voir tomber au bout d'un moment. Les complotistes diront qu'ils ont gagné parce que c'est Taylor Swift Ouais. qui Qui les a fait contrôle tout. gagner, qui contrôle tout. Ouais, voilà. C'est elle qui tire les ficelles, on le sait. Exactement, comme les prochaines présidentielles. Ça se résumera à Taylor Swift. Voilà. Mais qu'on n'a pas manqué de voir du coup hier à l'écran, notamment avec ce show de halftime qu'on attend de voir avec impatience en Ligue 1, en finale de Coupe Davis ou de Roland Garros. C'est des choses comme ça extraordinaires, quoi. Hein. Ouais. Non, voilà. En tout cas, un match à rebondissement qui a fini en prolongation. C'était sympa. Ça nous- T'imagines Usher à la mi-temps de Lille-Brest? Ah, voilà. Ouais, ça serait pas mal, hein. Je Hmm. pense que Aimé ne serait pas, ne se serait pas tiré une balle comme il a fait dans les Guignols s'il y avait du Usher à la mi-temps. Au moins, il y aurait quelque chose à se mettre sous la dent pour certains matchs. Possible, c'est possible. Donc voilà. Bon, petit aparté NFL qui a duré 5 minutes où on n'avait pas grand-chose d'autre à dire. On ne parlera pas toutes les semaines de NFL, mais bon, comme c'était le Super Bowl et que c'est un gros événement, on tenait quand même à le traiter. On passe tout de suite au Tour de France. Tour de France. On commence avec le tennis, avec l'ATP 250 de Marseille. Marseille, Hugo Humbert. Eh non, on s'y attendait pas. Eh ben, Hugo Humbert, vainqueur de son 5e titre sur le circuit en 5 finales. C'est plutôt un ratio digne des plus grands, pas digne d'un Français, je rigole. C'est un peu la FFL normalement, mais là, 5 sur 5. Merci Hugo, et qui confirme ce retour en forme depuis la fin 2023, qui grimpe au classement, qui passe 18e au classement mondial ce lundi. Et puis qui fait un super tournoi, hein, qui gagne contre un top 8, un top 13. Fait Ouais. plaisir. Ouais, super tournoi d'Hugo, vraiment qui confirme, hein, après ça. Voilà, il a eu une très longue période compliquée, les blessures, un Covid long qu'il avait un peu freiné dans son ascension Ouais. il y a quelques années. Voilà, et là depuis fin 2023, il a regagné à Metz. Il fait un bon Open d'Australie, il perd que au 3e tour sur Hurkacz, qui fait un super tournoi, donc pas grand chose à dire. Et Qu'il a voilà. battu du coup. Et là, évidemment, il bat Hubert Hurkacz en demi-finale, qui est 8e mondial, qui est un joueur très très solide, hmm. qui me semble avait peut-être gagné à Marseille même l'an dernier. Et ensuite, il bat Grigor Dimitrov en finale, qui est une valeur sûre du circuit depuis maintenant 10-15 ans presque. Donc voilà, des super victoires, et puis surtout dominateur, quoi. Je crois qu'il met 2 petits sets aux 2. Il perd seulement son premier set du tournoi contre Hugo Gaston, avant d'enchaîner, de plus perdre un set après ça. Donc vraiment une superbe performance pour notre numéro 1 français, qui repasse numéro 1, je crois, qui passe devant Adrian Manarino. Et c'est Et, son meilleur classement en carrière, du coup, en 18e. et voilà, et puis c'est Mister Final, hein, 5 victoires en 5 finales disputées, c'est magnifique. Pour l'instant, c'est que des ATP 250, mais pourquoi pas, il est en lice à Rotterdam cette semaine, donc on espère qu'il va accrocher un petit ATP 500 à son palmarès maintenant. Ouais, ce serait sympa. 7 victoires, une défaite, en tout cas en 2024 pour Hugo Humbert, qui fait un très très bon début de saison. On enchaîne sur le biathlon. On avait les championnats du monde ce week-end, et on va dire que on peut pas faire mieux pour les Françaises. Ouais. 3 victoires, 3 titres en 3 courses. Le sprint, la mass start et ensuite la poursuite. Et un quadruplé historique, notamment sur la course sprint avec Simon, Breza Boucher, Lou Jean Monod et Sophie Chauveau. Les femmes du biathlon français prennent définitivement le relais des hommes cette année, et ça fait du bien. On a eu le droit à une masterclass de Simon Clermont tout le week-end, et encore hier, on était à 2 doigts d'avoir un podium. 100% français. Mais ouais, on a eu juste Et Breza l'italienne qui vient se faire Boucher décaler là. et Chauveau qui font malheureusement 3 et 4. 3 et 4 qui font des dernières pioches sur leurs 2 derniers tirs avec du coup l'italienne. C'est l'italienne ou la Ouais, suédoise? c'est l'italienne qui passe Italienne, hein. deuxième, je Ouais. crois. Donc voilà, mais voilà un super week-end. Simon qui
qui nous fait part de Elle tout le vole panel. sur les skis en ce moment. Enfin non, pas tant que ça au final sur les skis, parce que c'est pas là qu'elle fait la différence, mais Non, c'est parce que vraiment Breza Boucher est plus rapide qu'elle, mais ouais, c'est mais vraiment il au y en a tir, il y en a plein qui sont plus rapides qu'elle sur les skis au final et même d'un jour où elle se sent pas très bien sur les skis, elle peut rivaliser avec les meilleurs mondiales parce que c'est tout simplement la meilleure au tir au monde et elle Ouais. expliquait qu'elle a un tir qui fonctionne à l'instinct, donc elle a pas une cadence réglée et cetera. Elle le fait à l'instinct, elle le sent et elle essaie de tirer le plus vite possible. En gros, c'est quelque chose qu'elle a vachement travaillé. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que si les autres filles du circuit veulent rivaliser avec elle la saison prochaine, va falloir qu'elles changent leur façon de tirer parce qu'en fait, elles peuvent pas passer autant de temps sur le stand de tir quand Julia Simon leur met 20 secondes à toutes, quoi. Le, je crois c'est sur le sprint, hein, qui est, ouais, samedi, la course de Julia Simon qui est en tête et qui arrête pas de s'alterner avec Breza Boucher. Pour vous donner une indication, sur chaque phase de tir, Simon ressortait avec 5-10 secondes d'avance parce qu'elle finissait ses 4 tirs à une vitesse incroyable. Elle se faisait toujours reprendre à la fin du tour par Breza Boucher. Elles arrivaient toujours ensemble sur le pas de tir et à chaque fois, elle ressortait avec 5 à 10 secondes d'avance. C'est vraiment énorme. Donc, elle a une marge aussi de développement sur les skis. Si elle commence à vraiment taper du pied là-dessus, on va avoir une Johannes Beu version féminine en France d'ici la fin de saison. Enfin bref, en tout cas, une super course, un week-end en or. Ça fait du bien parce que côté français, homme, on n'a pas eu, on va dire, une très belle prestation de nos Français, notamment Jacqueline, Quentin Fillon-Maillet. C'était pas le week-end le plus abouti pour eux. On a connu notamment QFM en meilleure forme ces dernières années, hein, pas l'année dernière et cette année, mais on a du mal à le retrouver. Même s'il y a eu des petits signes, ça sera peut-être pour plus tard, on va dire. Ouais, là, c'est clair que les hommes répondent pas à aucun titre, aucune médaille, je crois, sur ces championnats du monde. On était plus habitué à l'inverse, avec Martin Fourcade, évidemment, dans ses grandes années. Quentin Fillon-Maillet, qui a un peu pris le relais, mais qui clairement est en dedans depuis ses championnats du monde exceptionnels il y a un an ou deux. Ouais, 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 on n'est pas du tout sur les mêmes cadences que 2022 quand il finit au général en tête. Euh, c'était le point pour le biathlon. On avait les championnats du monde. Il nous reste deux sujets. On a l'NBA avec Bilal Koulibaly, qui signe sa meilleure performance en carrière au TD Garden de Boston. Défaite malgré tout, hein, des Wizards face à Boston, mais un grand match de Koulibaly. En défendant notamment sur le meilleur joueur adverse, un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, Jason Tatum. Belle prestation, c'est sympa de voir nos petits Français sous courant alternatif de temps en temps s'échanger un peu les prestats, mais Koulibaly, c'est une vraie première, on va dire c'est un vrai premier pilier pour lui là, Ouais, et ouais, ouais, un repère en NBA. carrément. Et du coup, il fait une performance, là, j'étais en train de regarder, où il prend 21 points, 8 rebonds, il est dans le 5 et il joue 33 minutes. Donc voilà, mettre autant de points dans une équipe avec Kyle Kuzma et Jordan Poole, qui sont quand même des gros scoreurs et des mangeurs de ballon, c'est très intéressant. Ouais. Après, moi, ce qui me fait le plus kiffer en fait par rapport à Bilal, c'est que son coach a dit là, de toute façon, Bilal, on le met sur le meilleur joueur adverse en défense. Voilà. Donc ça veut tout dire. Alors oui, les Wizards sont une équipe, c'est peut-être la pire équipe de la ligue, etc. Oui, ils ont perdu, mais grâce à Bilal, ils restent dans le match jusqu'au bout. Ils perdent que de 4 points contre la meilleure équipe de la ligue. Et voilà, et c'est super d'entendre ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs NBA qui font des cadeaux et des paroles en l'air comme ça, juste pour faire du bien à un joueur. Donc voilà, c'est extrêmement révélateur, et je pense que Bilal peut vraiment commencer à construire son début de carrière autour de ses qualités défensives. Ouais. Avant de prendre aussi un peu le lead et un peu plus d'importance au scoring dans les équipes dans lesquelles il va jouer. Ce sera peut-être à Washington, ce sera peut-être plus tard, parce qu'il peut aussi avoir une grosse valeur en termes de trade. Donc voilà, c'est vraiment une super nouvelle pour Bilal. Et puis surtout, il fait ça au TD Garden, qui est une salle historique. Pour sa première fois de jouer au TD Garden face aux Celtics, c'est magnifique. Ouais. Belle presta. Dans le même temps, les Spurs
de Wembanyama qui s'arrête, enfin qui s'arrête non, mais qui perdent encore une fois. Donc c'est la 7e victoire, 7e défaite d'affilée face aux Nets, Ouais. qui ont pas gagné maintenant depuis le mois dernier, hein, depuis Ouais, il y avait un peu janvier. de mieux en janvier, là, et c'est vrai que depuis début février, ils retombent un peu dans leur travers à enchaîner les défaites. Ouais, surtout avec des matchs, qu'ils doivent pas perdre, à se faire reprendre dans les fins de match. Bon, c'est un peu dommage, surtout quand tu perds contre les Wizards et Mm. Magic, Pelicans, Cavaliers, c'est pas non plus les meilleures équipes du tableau. Faut aller en chercher, quoi. Ouais. Donc voilà. Ils rejoueront évidemment 2 fois ou 3 fois déjà cette semaine, donc on refera un point la semaine prochaine. Évidemment. Je te laisse terminer par le dernier point, c'est Ouais. l'escrime. Ouais, malheureusement, on va finir sur un point un peu plus triste. Isaora Tibus, la chef de file de l'escrime féminin français, qui a été contrôlée positive, une substance dopante. Mmh. Voilà, donc elle a tout de suite fait appel, elle a tout de suite contesté, et c'est vrai que ça semble très bizarre. C'est vraiment pas le style de la maison. Voilà, ça a l'air d'être une fille super, donc on peut pas trop se prononcer maintenant parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus. Elle a demandé des contre-examens, etc. Donc voilà. Voilà, il y a toujours la contre-analyse. Si la deuxième, Mm. il s'avère qu'elle est positive, il y aura en effet des sanctions qui seront prises. Donc, on croise les doigts pour que ce soit juste une erreur, et Ouais. non pas un vrai dopage. Voilà. Et puis on va pas enchaîner avec un sujet un peu plus réjouissant. On va élire notre premier MVP de la semaine du Poteau Sport Club. Mmh. Donc les nominés de cette semaine, et Coco, tu choisiras ton MVP. On a Louis Bielbiarré avec son essai magnifique en soliste face à l'Écosse qui nous donne la victoire. Ouais. Julia Simon, dont on vient de parler, avec ses performances exceptionnelles au biathlon. Hugo Humbert, vainqueur du tournoi de Marseille, et Bilal Koulibaly, dont on vient de parler aussi, avec une super performance face aux Celtics. Ouais. Ouais, ouais, sans hésiter, Julia Simon. Même si Humbert, fait, encore une fois une super finale, ça reste un ATP 250. Koulibaly, bon, on aura l'occasion de le revoir et puis s'arrêter bien avec peut-être une victoire de prestige, même si déjà ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Bielbarré, pareil, c'est une belle chose, mais quand on voit le match, pareil, c'est pas à la hauteur de ce que Julia Simon a fait, c'est extraordinaire. Elle a fait un 100 sur les courses, individuelles, et puis elle a quand même porté aussi ses équipes mixtes, et même les relais, donc c'est assez extraordinaire. Je pense qu'on n'a jamais eu un Français qui a tout gagné pendant les championnats du monde en individuel. On a Fourcade qui avait fait Mm. plusieurs médailles d'or et peut-être une médaille d'argent ou bronze, mais là, elle a vraiment fait un 100. Donc félicitations à elle. Elle mérite, je pense, ce MVP de la semaine. Je sais pas pour toi à qui tu aurais élu, mais Moi, je pense que Julia Simon, j'irais sans hésiter, moi. Voilà. j'hésitais un peu avec Louis Bielbarré, parce qu'il sort quand même l'équipe de France d'une sacrée galère, de peut-être la première fois que le premier enchaînement de 3 défaites de Léa Galtier. Mm. Donc voilà, par rapport à tout le contexte, les difficultés du 15 de France, etc., et la beauté de cet essai qui marque tout seul, je l'aurais pu le donner à Louis Bielbarré, mais bon, je trouve que Julia Simon reste un très bon choix. Bah oui, et puis championne du monde, hein, ça existe Ouais. donc. Et Et avec puis, ça, c'est la je fin de voulais cette. juste dire un petit truc, Ah, truc de youtubeur. Si vous avez un autre avis pour le MVP de la semaine, dites-le nous en commentaire, n'oubliez pas. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain pour un bon petit débrief. On va parler évidemment du PSG et de tous les autres sports qu'on a dans la semaine qui arrive. mais surtout ces premiers matchs de Ligue des Champions avec la phase aller. Merci à tous, merci Pierre pour cette invitation. J'ai hâte de revenir sur ce plateau, en tout cas sur cette émission. Sur ce plateau. Allez, ciao l'équipe. Salut tout le À monde, la bonne semaine semaine. prochaine.